Et je partage mon écran. Et on y va pour la correction donc du chapitre 11 et 12. Alors n'hésitez pas à parler si vous avez des questions particulières sur ce sujet-là, des trucs que vous n'avez pas compris. Alors je vais reprendre, hein, donc je vais faire comme vous, je vais faire un contrôle, hop, et je vais démarrer une nouvelle tentative. Si ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner, oui, non, si, c'est bon. Alors, on vous demande, première chose, on vous demande de vos connaissances, indiquer quels ions parmi les suivants sont stables. Donc là, il y a deux techniques. Enfin, trois techniques. Première technique, vous apprenez par cœur, mais c'est pas ma tasse de thé, parce que, bon, voilà, mais avec l'habitude, on les connaît. Deuxième technique, on regarde les couches électroniques. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, de Na2+, ici. D'accord. On va regarder s'il est bon ou pas. Donc on prend le tableau périodique des éléments que je vous ai distribué, on regarde, et ici on voit que le sodium il finit par 3S1, ici. Comme il finit par 3S1, il faut se rappeler, la seule règle qu'il faut se rappeler dans ce chapitre-là, en fait, c'est que les atomes vont toujours tout faire pour avoir 8 électrons. Donc soit celui-là, il décide de de donner son électron pour ressembler au néon et du coup finir en 8, parce que on voit qu'ici on a 8, on a bien 2 plus 6, 8 sur sur le niveau 2, soit il en gagne 7. Et je vous ai toujours dit, la nature fait, et comme vous, elle est feignante, elle va au plus simple. Et le plus simple, c'est d'en perdre 1 que d'en gagner 8. Donc on voit que pour le sodium, en fait, il va faire un ion qui perd un électron, et un ion qui perd un électron, enfin un atome qui perd un électron, pardon, c'est un ion positif. Positif une fois. Donc tous ceux de cette colonne-là vont faire la même chose et vont tous être vont tous être plus. Donc H+, Li+, Na+. Et donc, Na2+, c'est pas bon. Pour le chlore, on continue. Pour le chlore, même raisonnement. Lui, il finit par 7. 2 plus 5, 7. Et donc, il lui en manque 1 pour ressembler à l'argon. Ou alors, il pouvait perdre les 7, mais c'est plus simple pour lui d'en gagner 1 que d'en perdre 7. Donc, tous ceux de la colonne, l'avant-dernière colonne, ici, vont faire F-, Cl-, I-, etc. Tous ceux de cette colonne-là, eux, ils finissent par 6. Donc, pareil pour eux, c'est plus simple pour eux d'en gagner 2 que d'en perdre 6. Donc, ils vont faire O2-, S2-, etc. Pour l'azote, ils en manquent 3, donc ça fait 3-, 3-, donc N3-, P3-, etc. Pour le carbone, la colonne là, on ne va pas en parler parce que c'est un cas particulier. Ils ne font pas vraiment d'ion, en fait, ceux-ci. Et ensuite, de cette colonne-là, vous avez fini par 3, ici. D'accord. Donc 2 plus 1, 3. Donc eux, ils ont plus simple d'en perdre 3. Donc ça va faire du B3+, Al3+. Ici, B2+, Mg2+, Li+, Na+. Donc à partir de là, une fois que vous avez compris ça, ça prend 2 minutes. Alors attendez, je vais juste mettre votre truc ici que je vois vos questions. Hop là. On peut pas le relire. C'est pas normal. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Pourquoi vous pouvez pas le relire? Oui, blues. Et une bouteille d'eau aussi. Enfin, pour une en particulier. Ouais, mais il y en a une, je ne citerai pas de nom, mais voilà. Une petite bouteille d'eau, ça fera pas de mal, hein. Ce sera quitte de boire la moitié de la flotte de la consommation annuelle du lycée. Juste, je voulais regarder pourquoi vous voyez pas vos devoirs. Normalement, vous pouvez les voir. Ah, peut-être parce qu'il est pas fermé. Attendez, je le ferme. 1er juin, normalement, il est fermé. Ah non, je vais le fermer alors. C'est pour ça, parce qu'il n'était pas fermé. Donc là, normalement, attendez, quelle heure il est là? 14h06, tac, enregistrer, revenir au cours. DS rattrapage, normalement. Ouais, normalement, là, vous pouvez pouvoir le voir, théoriquement, vos copies. Bon, bref. Donc, on en revient à notre tentative, là. Zut, du coup, est-ce qu'elle était foutue ou pas? Bon, je recommence. Alors, donc, je disais donc pour les atomes, donc Na+, c'est bon, Na2+, c'est pas bon, Al2-, c'est pas bon, O2-, c'est bon, Cl+, c'est pas bon, Al3+, c'est bon, Cl-, c'est bon, et O+, c'est pas bon. Donc, c'est bon.
pour cette valeur-là. Ensuite, alors là, la question, j'étais sur le cul parce que vous êtes très, très, très nombreux et vous êtes plantés. Alors, si je vous dis que vous allez acheter au magasin des pommes, d'accord, donc vous achetez des pommes, on va mettre des pommes vertes. Vous avez acheté, je sais pas moi, 4 pommes vertes et puis 3 bananes, d'accord. Et si je vous montre combien, et je vous dis, ok, chaque pomme pèse 100 grammes et chaque banane pèse 50 grammes. On va mettre en noir, 50 grammes. Bah, si je vous demande la masse de tout ce que vous avez payé, de tout ce que vous avez pris, bah, vous allez faire 4 fois la masse de la pomme, donc 4 fois 100, plus 3 bananes fois 50. Ça, je pense que même un CP, il arriverait à le faire. Et bien là, pour l'atome, c'est exactement la même chose. Vous avez 9 protons et 7 neutrons, et je vous donne la masse du proton et la masse du neutron. La seule difficulté, c'est de se dire, est-ce que je tiens compte ou pas des électrons? Et les électrons, en fait, on avait vu en cours que ça ne jouait pas. Donc on va faire le calcul. Donc on va faire 1,6726 10 puissance moins 27 fois le 9 protons plus 1,6749 10 puissance moins 27 fois 7 pour les neutrons. Et voilà, vous avez votre masse d'atomes. C'est fini. Je peux quand même pas dire que c'était très compliqué. Donc 667 E moins 28. On est bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus pour le moment? Pas de problème? Donc vous voyez, là, il n'y avait rien de compliqué pour le moment. Ensuite, du cours. Le chlore et l'iode sont dans la même colonne. Donc dans le cours, on avait dit que lorsqu'ils sont dans la même colonne, ils font les mêmes ions. Et leurs couches électroniques, elles finissent pareil. Donc déjà, question de cours, avant-dernière colonne, on doit savoir que c'est les halogènes. Ensuite, on a dit qu'ils forment les Cl- et I-, on l'a dit oui, parce qu'ils finissent par 7. Leur couche électronique se termine par 2p5, bah non, parce qu'en fait, il y en a qui se terminent par 1p5, 2p5, 3p5, 4p5, mais pas tous par 2p5. 2p, ça veut dire qu'ils sont tous au niveau 2, c'est pas le cas. Par contre, on peut dire qu'ils ont effectivement chacun 7 électrons de valence, ça c'est vrai. Voici la formule d'un ion, que peut-on dire? Alors donc ce ion ici, 13, 28 Al3+, donc on voit qu'il est 3+, donc c'est-à-dire qu'il a perdu 3 électrons, parce qu'il est 3+. Ensuite, 13 ici, c'est le nombre de protons, et 28, c'est le nombre de neutrons. Donc on regarde, est-ce qu'il y a... Bah, c'était que pour les électrons, pardon. Donc, sa structure électronique est la même que celle du néon. Donc on va regarder dans le tableau périodique. Si on prend Al, qui est ici, qu'on lui enlève ces 3 électrons, ces 3 derniers électrons, donc les 3 là, tac, ils disparaissent, on se retrouve avec la couche électronique du néon. Donc c'est bien la couche électronique du néon, qui est celle-ci. Et la couche électronique du néon, c'est bien du 1s2, 2s2, 2p6. Ça, vous pouviez le faire, en fait, il suffisait de faire 13 électrons moins 3, ça fait 10 électrons à ranger, et on remplissait les boîtes, 1s2, 2s2, 2p6. Et ensuite, est-ce que sa masse elle est différente de l'atome? Bah, on a dit que les électrons étaient très petits, et comme ils sont très petits les électrons, et très légers, on peut les négliger. Donc ça nous fera bien la masse de l'atome. Ensuite, une mine d'écran de papier est constituée d'atomes de carbone. Oui, non, c'est bon. Donc la mine a une masse de 3,3 grammes. Quel est le nombre d'atomes présents dans cette mine? Alors, encore une fois, c'est de la logique. En fait, la physique, c'est de la logique. Mais bon, il y en a certains qui ont plus ou moins de logique. Ici, si je vous dis, vous avez acheté 200 grammes de bonbons. D'accord? Un paquet de 200 grammes de bonbons. Et je vous dis, ok, chacun des bonbons pèse 5 grammes. Comment vous allez savoir combien vous avez de bonbons dans le sachet? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Quel calcul vous allez faire? Bah oui, on va faire le nombre de bonbons, c'est bien la masse totale du paquet divisé par le nombre de bonbons, par le poids d'un bonbon. D'accord? Donc ça fait 40 bonbons. Et bien, ici, c'est exactement la même chose. On a
un crayon, on a ici une mine, donc c'est comme un morceau, comme un paquet. Ce paquet pèse 3,3 grammes, et dedans il est fabriqué d'atomes, et chaque atome en fait a une certaine masse. Et la masse de l'atome, vous savez la calcul, on l'a déjà fait un petit peu au-dessus, il suffit de faire 6 fois la masse du proton plus 6 fois la masse du neutron. Comme ça on a la masse d'un atome. Donc on va faire le calcul ensemble. Donc le carbone, on va faire 6 fois la masse du proton. Donc 1,6726 10 puissance moins 27. Alors vous allez voir qu'avec le temps, finalement, la différence de masse entre le proton et le neutron, c'est très faible. Donc souvent on fait des arrondis pour ça. Mais bon, on va pas les faire là, c'est pas grave. Donc j'en déduis que l'atome de carbone, il pèse 2,085. Donc 2,085 fois 10 puissance moins 26, mais attention, c'est des kilogrammes. Aïe, j'ai vrillé. Sauf qu'ici, on a des grammes. Attention. Donc là, il faut convertir ça en grammes. Donc pour l'avoir en grammes, on fait x 1000. D'accord? Et donc du coup, en fait, on remonte de 3 puissances. Ça se fait 2,085 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc ça, c'est la masse d'un atome. Donc un atome a cette masse-là. Et du coup, pour calculer le nombre d'atomes, il suffit de faire 3,3 divisé par 2,085 fois 10 puissance moins 23. Alors vous auriez pu tout mettre en kilogrammes, hein. Ça ne changeait pas grand-chose. Et on trouve... attendez, le toc. Je fais le calcul. Alors, moins 23. Et ça nous fait du 1,67 10 puissance 1,643, pardon, 10 puissance 23, et on trouve forcément un chiffre très grand, puisque c'est un nombre d'atomes. Ouais, c'est ça. Donc là, encore une fois, aucun piège, que de la logique. De la logique de base, en plus, c'est pas compliqué. Alors, question 6, il y en a encore aussi à se tromper, mais c'est du cours, c'est noté dans le cours, vous n'avez que 3 familles à retenir dans le cours. Donc le premier, c'était dans la dernière colonne du tableau, on a dit que c'était les gaz rares. Dans la première colonne du tableau, donc H, Li, etc., c'est les alcalins ou les métaux alcalins. Et l'avant-dernière colonne, on l'a dit tout à l'heure, c'est les halogènes. Voilà. Ensuite, blablabla. Alors ici, Lewis. Donc ici, il faut regarder chaque molécule, est-ce qu'elle respecte la règle. Donc la règle, elle dit qu'il y a toujours 8 électrons autour de chaque atome, sauf pour le H qui a un cas particulier, parce que lui, il est tout petit, donc il n'en a que 2. Donc on regarde ici l'oxygène. Il a 1, 2, 3, 4, il a que 4 électrons, donc ça ne va pas. Je vous rappelle que chaque bâton correspond à 2 électrons, parce que c'est un électron du H et du O qui est partagé. Un bâton, c'est une liaison. D'accord? Donc ici, ça ne va pas. En plus, on voit que le H ici, il a 2 liaisons, ça va pas. De toute façon, par habitude, vous allez vite comprendre que le carbone, c'est 4 liaisons, l'oxygène, c'est 2 liaisons, l'hydrogène, c'est une liaison, et que l'oxygène, il a toujours 2 doublés non liants. Donc celle-ci, la A ne va pas. La B, le carbone ici, il n'a pas ces 4 liaisons. Donc ça va pas. En plus, on peut vérifier, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, ça va pas. Donc le B ne va pas. Le C, ici on regarde, l'oxygène a bien ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, pas de souci. Le H, il a ses 2 électrons, et le H là, il a ses 2 électrons. Et le carbone a bien ses 8 électrons, ses 4 liaisons. Donc le C, on est bon. Le D, même raisonnement, on regarde l'azote. L'azote, il a 3 liaisons avec un doublé non liant. Donc ici, on a un doublé liant, 3 liaisons, et les H ont chacun une liaison, pas de souci, c'est la molécule d'ammoniac. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce dernier, donc ici on regarde que tout fonctionne, et en fait quand on regarde bien, on voit que tout fonctionne, le carbone a bien ses 4 liaisons, l'oxygène à droite a bien ses 2 liaisons plus ses 2 doublés non liants, celui du milieu a bien ses 2 liaisons et ses 2 doublés non liants, le carbone à gauche a bien ses 4 liaisons, et l'oxygène à gauche a bien ses 2 liaisons et ses 2 doublés non liants. Et les H ont tous leurs liaisons. Donc tout est nickel, pas de souci, le E, il est bon aussi. Alors, petite question de cours très très simple. Combien possède-t-il de neutrons? Donc le nombre de neutrons, on regarde ici, en fait, 35 c'est le nombre de nucléons, 17 c'est le nombre de protons. Alors déjà on peut remplir, les protons on en a 17. Les nucléons on en a 35. Et le nombre de neutrons c'est la différence entre les deux.
entre 35 et 17. Donc ça fait 18. Et le nombre d'électrons, vu que là on regarde, c'est pas un ion, c'est un atome. Comme c'est un atome, il a autant de protons que d'électrons, donc on met 17 électrons. Et on est bon. Et ensuite, dernière question, c'était un peu plus calculatoire. Alors, on va faire un truc comme ça. Ah, c'est pour ça que je voulais faire. On va prendre celui-là. Donc ici, on va prendre juste le truc là, on va le copier pour vous montrer. Donc là, c'est une molécule que j'avais choisie. Hop, on va faire un copier-coller, puis on va faire ça ensemble. Alors, voilà. Déjà, première chose, on va compter. On va regarder l'énergie de cette molécule. Voilà. L'énergie de cette molécule, c'est la somme de toutes les liaisons. Donc on va compter déjà le nombre de carbone, de liaisons CH. Donc des liaisons CH. On va compter, on en a une ici, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on en a 6. Plus, on continue. Des liaisons CC, on en a une, 2. Donc on a 2 liaisons CC. Qui me parle? Ok, c'est bon. Ensuite, pas même raisonnement, on continue. Plus CN, on en a 1 ici. Donc 1 CN, qu'il ne faudra pas oublier. Plus, alors c'est pour ça que je fais des petites croix, je vous conseille de faire pareil, vous, si vous avez un truc sur feuille, évidemment. Parce que sur l'ordinateur, c'est pas pratique. Des NH, on en a 1, 2. Donc 2 liaisons NH. Plus une liaison CO. Plus une liaison OH. Et ensuite, il suffit de prendre le tableau qui était donné dans l'exercice. Alors, on va se mettre là. Hop là. Donc, on va juste dézoomer là-dessus. Voilà. Donc, je prends les valeurs. Donc, des CH. On va juste les mettre un peu plus gros. Des CH, je regarde, j'en ai. Il est où le CH? Il est ici, donc 413. Donc, ça fait 6 fois 413. Plus CC, il suffit de regarder dans le tableau aussi, c'est simple liaison 348, donc 2 fois 348, plus CN, il est ici, 308, plus 2 fois NH, donc NH, il est là, 391, 2 fois 391, plus CO, 360, plus OH, 366. Et si vous faites la somme, vous trouvez 3990. Alors c'est des kilojoules par mol, mais en l'unité on s'en foutait, je voulais juste le chiffre. 3990. Vérifier. Bon, de toute façon, on ne veut pas vérifier si c'est bon. On termine le test. Je sais pas si on va voir ma note. On verra pas ma note, c'est pas grave. Mais bon, j'aurais eu 20. Je sais pas pourquoi. Bref. Est-ce qu'il y a des questions sur ce type d'exercice? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ceux qui ont eu des mauvaises notes? Finalement, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué en fait. On a l'impression que c'est la panique quand on voit le truc, mais quand on regarde un petit peu, il n'y a rien de compliqué. C'est des sommes de petits chiffres. Enfin, de chiffres plus ou moins compliqués, mais ça reste des sommes. Je veux dire que vous tapiez sur calculatrice 3 fois 2 ou 3 fois 1,67 10 moins 27, ça prend plus de temps, mais c'est pas plus compliqué mathématiquement. C'est juste une multiplication. Yarfall, on est bon? On continue? Alors, est-ce que vous voulez que je fasse un petit rappel rapidement sur la mole ou est-ce que tout le monde a compris ce que c'était? Oui, non, pas non. Non, c'est bon. Sûr? T'as juste envie de te barrer en fait, Antonin. Ok. Ah bah au moins comme ça c'est franc, merci, ça fait plaisir. Bon bref.
Bon, la meule, juste rapidement, je fais juste deux mots. C'est juste un paquet, d'accord? On a inventé un paquet. Quand vous allez acheter un paquet de bonbons, bah, un paquet de riz, je sais pas, il y aura peut-être 1000 grains de riz dedans. Tous les paquets de riz que vous avez acheté la même marque, le même riz, globalement, il y a à peu près tous le même nombre de grains de riz dans un paquet. Si vous achetez 50 paquets de Lustucru, vous savez que dans les 50 paquets, vous aurez, bon, peut-être pas au grain de riz près, le même nombre de grains de riz, mais en globalité, vous allez avoir autant de grains de riz dans tous les paquets que vous avez achetés. Pour la même marque et le même modèle de riz, évidemment. Et ben pour l'atome, c'est pareil. En fait, l'atome, on a créé un paquet. Ce paquet, c'est Avogadro qui a eu l'idée. Alors, Avogadro, je ne vous ai pas montré son visage. Je sais que ça plaît toujours aux élèves parce qu'il était sexy. Voilà. Donc, ce beau jeune homme, c'est le premier à avoir pensé à inventer, enfin, du moins à l'utilisation d'inventer un paquet. D'accord? Donc, les filles, voilà, c'est pour vous. N'hésitez pas à vous faire un poster de lui. C'était Brad Pitt à l'époque. Donc, ce cher Avogadro, c'est lui qui a eu l'idée de faire des paquets. Donc, il a compté pour la première fois, c'est lui qui a eu l'idée de faire des paquets. Et comme c'est lui qui a eu l'idée, il a compté à peu près, alors, je ne vais pas entrer dans le détail de comment il a fait, mais il a compté en gros le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone. Pourquoi 12? Bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas 10? Bah, il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais il a fait 12. Et puis il a dit, bah voilà, et il a compté, et donc il a trouvé ce chiffre qui est de 6,02 10 puissance 23. Mais ça reste un paquet, il n'y a rien Donc après, nous, en chimie, au lieu de parler en nombre d'atomes, on va parler en paquet d'atomes, donc en mol d'atomes, ou en mol d'ions, ou en mol de molécules, si vous voulez. Mais il faut que ce soit des trucs identiques, évidemment. On est bon? Ah, tout de suite. Bref, donc, sur ce, on passe au chapitre 14. Donc le 11-12, on vient de corriger. Le 13, si on a besoin, on fera une petite activité en TP jeudi. Mais je voudrais qu'on avance un peu, parce qu'il nous en reste deux chapitres après le 14. Ça s'arrête à 16. Sachant que le dernier chapitre, bon, si on le fait en visio ou je vous l'envoie, c'est pas trop le souci, parce que c'est du cours, il n'y a pas de manip. Par contre, le chapitre 15, ça va être équilibrer les équations, et ça, c'est extrêmement important, et ça, il faut vraiment qu'on le fasse en classe entière, c'est-à-dire le 15, je crois. Un truc comme ça. Et donc, oui, avant que vous me posiez la question, oui, il y a cours jusqu'au 15, au moins. Donc, c'est pas la peine de venir en disant « Ah, il n'y avait pas qu'il n'y avait pas cours ». Il y a cours pour l'instant, jusqu'au 20. Sûr. Ouais, on est bon? Donc le chapitre 14. Alors, le chapitre 14. On va parler en fait, c'est surtout des résumés des choses que vous avez déjà vues en fait au collège, voire même avant pour certains. Donc on va parler des changements d'état. Donc une transformation physique, qu'est-ce que c'est? En fait, il existe des transformations physiques et des transformations chimiques. Une transformation physique, c'est par exemple de l'eau, vous la mettez au congélateur, ça reste de l'eau, mais ça devient de l'eau solide. Donc c'est la même molécule. Par contre, une transformation chimique, bah, par exemple, je prends un morceau de bois, je le fais brûler, ça devient du charbon, etc. Il y a une réaction physique qui s'est faite, j'ai plus les mêmes molécules. J'ai pas changé juste de forme, j'ai changé carrément la molécule. Donc là, c'est une transformation chimique. Donc nous, une transformation chimique, on fera ça dans le chapitre 15. Et là, dans le chapitre 14, on va juste parler des transformations physiques. Donc pour commencer déjà, petit rappel des noms que vous devez savoir par cœur. Donc le passage de solide à liquide, ça tout le monde le connaît, c'est quand ça fond, c'est de la fusion. De liquide à solide, c'est la solidification, c'est pas trop dur à retenir. Jusqu'à là, normalement, ça va. De gaz à liquide, c'est la liquéfaction. À ne pas confondre avec la condensation. En fait, quand on dit il y a de la condensation sur une fenêtre, on ne devrait pas dire ça. On devrait dire il y a de la liquéfaction. Mais bon. Une condensation, c'est le cas où un gaz se transforme directement en solide. Alors c'est plus rare parce que c'est dans des conditions particulières. Par exemple, c'est en hiver quand il fait très froid, le sol est très gelé et que vous avez une masse d'air chargée en eau qui arrive, la vapeur d'eau va directement se déposer sur le sol pour faire du verglas. Ce qu'on appelle des brouillards verglaçants. Et donc là, c'est directement passage du gaz au solide. Donc ça arrive dans des cas particuliers lorsqu'il y a des grands écarts de température, etc. De même, la sublimation, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. Par exemple, si vous mettez un glaçon sur une plaque électrique extrêmement chaude, votre glaçon, en fait, il va directement partir sous forme de fumée au fur et à mesure. Vous n'allez pas avoir d'eau apparaître.
Et donc là, c'est ce qu'on appelle la sublimation. D'accord? Donc les deux là, normalement, vous les connaissez moins, sublimation et condensation. Par contre, liquéfaction, lorsqu'on passe d'un gaz à un liquide, c'est la liquéfaction. Et de liquide à gaz, c'est la vaporisation. Et parfois, on peut lire aussi l'évaporation. C'est toujours bon ça? Alors, les changements d'état. En fait, les changements d'état, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes en solide, les atomes sont tous correctement rangés, bien structurés, bien alignés, bien liés entre eux. Et lorsqu'ils vont commencer à fondre, en fait, les atomes vont commencer à bouger, c'est-à-dire à se déplacer, tout en restant liés correctement. Enfin, ils sont liés entre eux, ils ont une liaison, mais un peu comme si vous reliez des boules de pétanque, vous voyez, avec des élastiques. Les boules, elles vont quand même tomber, mais elles sont quand même liées. Elles vont quand même prendre la forme du bac dans lequel vous le mettrez, mais il y a quand même une liaison entre elles. C'est un peu comme ça qu'il faut imaginer l'aspect liquide. Alors, première chose déjà, un truc qu'il faut que vous retirez de l'esprit, tous les solides, lorsqu'on congèle un liquide, ne deviennent pas plus gros. C'est le cas particulier de l'eau. L'eau, c'est un cas particulier lorsque vous le faites refroidir de l'eau, l'eau va transformer en glace et la glace prend plus de volume que l'eau. C'est un cas particulier parce que l'eau, elle possède en fait des hydrogènes et des oxygènes et il y a des interactions qui vont se faire entre les hydrogènes et les oxygènes. Enfin, pas qu'avec les oxygènes, mais bon, globalement, voilà, ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Et c'est à cause de ces liaisons-là que lorsque ça va se ranger, les molécules, elles vont un petit peu s'éloigner plus. Et c'est pour ça que la glace prend plus de place. Mais si vous faites geler par exemple de l'huile, ou vous faites geler, je sais pas moi, de l'alcool ou d'autres choses, eh ben vous n'aurez pas cet effet-là. Enfin, du moins, il peut être présent, mais beaucoup plus faible. Souvent, les solides sont plus petits que les liquides, lorsque vous les faites à quantité égale, lorsque vous les faites congeler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque vous faites fondre un glaçon. Vous prenez par exemple votre verre de coca, vous prenez votre glaçon du congèle, il est à moins 15. Donc on est ici, moins 15. Lorsque vous allez poser votre glaçon dans votre verre de coca, le glaçon va avaler la chaleur qu'il y a dans le verre de coca, et donc votre coca forcément va devenir plus frais. Alors le glaçon, lui, il va rester sous forme de glaçon tant qu'il n'a pas atteint 0 degré. C'est-à-dire qu'au début, s'il est à moins 15, il va avaler de l'énergie, jusqu'à atteindre moins 15 degrés. À 0 degré, pardon. À 0 degré, le glaçon va commencer à fondre. Mais tant qu'il n'aura pas fondu, le glaçon va rester à 0 degré. Donc la température du glaçon va toujours être de 0 degré. Tant qu'il n'a pas fondu. Une fois qu'il a complètement fondu, l'eau qui est libérée par le glaçon va continuer à avaler la chaleur. Et là, cette fois, la température de l'eau va pouvoir augmenter. Et imaginons qu'on fasse bouillir tout ça. Eh ben, l'eau qui était sous forme liquide va se retrouver va commencer à faire exactement pareil que la vaporisation. Donc on va avoir de nouveau un nouveau palier. C'est-à-dire qu'au moment précis où vous allez avoir la première... vous allez atteindre 100 degrés par exemple, pour de l'eau, et ben en fait, tant que, que toute l'eau ne s'est pas évaporée, ben votre eau elle va rester à 100 degrés. Alors, un exemple concret, ça veut dire que lorsque vous faites des pâtes, dans votre casserole d'eau, que vous la mettiez très forte ou pas forte, du moment que vous avez des bulles dans votre casserole va rester à 100 degrés. Donc ça ne sert à rien de mettre le gaz chauffé à taquet. L'important, c'est qu'il y ait des bulles. Parce que s'il y a des bulles, ça veut dire que l'eau est à 100 degrés. Et de toute façon, vous ne pourrez pas monter au-delà de 100 degrés. Pour monter au-delà de 100 degrés, il faut mettre par exemple dans une cocotte minute, etc. Parce que là, on va faire jouer la pression. Ok, pas de souci. Et donc là, on va pouvoir jouer sur la pression dans une cocotte minute. Inversement, si la pression est plus faible, vous ne pourrez pas amener de l'eau à 100 degrés. Par exemple, au haut de l'Everest, si vous faites chauffer de l'eau au haut de l'Everest, l'eau elle va bouillir autour de 60-70 degrés. Donc c'est très long de faire cuire un œuf. Bonne journée Lana. D'accord? Et une fois que tout est passé sous forme de vapeur, là on peut continuer à augmenter la température de la vapeur cette fois. Donc si vous retenez quelque chose, c'est qu'on ne peut pas avoir de glace au-delà de 0 degré et on ne peut pas avoir d'eau liquide au-delà de 100 degrés. Alors ça c'est pour l'eau. Et je parle aussi à pression ambiante, c'est-à-dire à pression usuelle. Pas en haut de l'Everest, pas dans l'espace ou pas je sais pas où. Ok? Donc ça normalement vous l'avez déjà plus ou moins vu au collège. Donc on avance un petit peu. Donc on va regarder comment est-ce qu'on note tout ça. Donc les notations. Donc la première notation c'est le solide, on met un S entre parenthèses.
et liquide, on met un L, et le gaz, on met un G. Donc là, par exemple, de l'eau solide à l'eau liquide, on a fait une fusion. De l'eau liquide à l'eau gazeuse, on a fait une vaporisation ou une évaporation. C'est la même chose. Ok, bon là, rien de nouveau, rien de trop violent. Maintenant, on va juste parler rapidement de la distinction entre fusion et dissolution. La fusion, c'est on prend quelque chose, on prend cette molécule pure, on va la faire chauffer, par exemple, pour la faire fondre. Exemple, du sucre. Le sucre, lorsque vous le mettez dans une casserole et que vous le faites chauffer, il va fondre, il va devenir un peu liquide, il va faire ce qu'on appelle du caramel. Ok? Donc ça, c'est la fusion. On passe d'un état solide à un état liquide. Ça, c'est la fusion. Par contre, si vous prenez du sucre et que vous le mettez dans un verre d'eau, ce sucre, il va, couramment on dit il fond. En fait, il ne fond pas, il ne faut pas, il se dissout. C'est-à-dire que les molécules de sucre vont se retrouver emmêlées autour des molécules d'eau, mais en aucun cas c'est de la fusion. On n'a pas du caramel dans l'eau. On a des molécules de sucre qui se baladent au milieu de molécules d'eau. Donc là, on a fait ce qu'on appelle une dissolution. Donc physiquement parlant, c'est pas la même chose. Ok? Alors, et là on arrive à la dernière partie du cours. Antonin, il est prêt à partir là. Il est chaud là, dès que je dis stop, je pense que c'est le premier déconnecté. Donc je disais, des réactions, il existe deux sortes de réactions lorsqu'on fait des changements d'état. Par exemple, votre glaçon, lorsque vous le mettez... Alors on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple. En ce moment il fait chaud. Imaginons qu'on prenne une personne et que cette personne, sur le visage, elle a de l'eau. On va mettre des yeux quand même, parce que c'est une personne. Voilà, hop là. J'aurais dû faire prof d'art plastique en fait. Imaginons que vous avez de l'eau sur le visage. De l'eau liquide. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous avez une sensation de froid lorsque vous avez la peau mouillée? Parce qu'en fait, l'eau liquide, elle va vouloir se transformer en vapeur. Pour se transformer en vapeur, elle va avaler de la chaleur de votre visage, qu'on appelle Q. En physique, on appelle ça Q, la quantité de chaleur. C'est de l'énergie, c'est en joule. C'est une énergie. Donc l'eau va avoir besoin d'avaler autour d'elle de la chaleur pour partir sous forme de vapeur. Et c'est ce qui se passe lorsque vous avez le visage mouillé, ou les bras mouillés, ou le corps mouillé. En fait, l'eau va avaler la chaleur de votre corps pour se transformer en vapeur. C'est donc une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'énergie pour se faire. Et ce phénomène-là, il est naturel, c'est pour ça qu'on sue. Pourquoi on sue? Parce que tout simplement, le corps, il veut évacuer de la chaleur, et une façon pour lui d'évacuer la chaleur, c'est de créer de l'eau, et on va voir ce phénomène d'évaporation. D'accord? Donc là, c'est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'énergie. Endo, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur. Donc il faut donner de l'énergie à notre eau pour qu'elle s'évapore. D'accord? Nous, on a un endosquelette, par exemple. Notre squelette, il est à l'intérieur de notre corps. Maintenant, il existe aussi des réactions exothermiques. Et ces réactions, c'est des réactions, pour ce faire, elles ont besoin d'évacuer la chaleur. Donc l'exemple le plus simple, c'est vous prenez un verre d'eau. Enfin, vous prenez un verre d'eau, vous le mettez au congèle. Cette eau liquide ici, pour se transformer en gaz, en solide, pardon, pour se transformer en glaçon, et bien en fait, il faut qu'elle donne de l'énergie. Il faut que l'énergie qui était dans l'eau, c'est-à-dire la chaleur de l'eau, soit évacuée de cette eau pour se transformer en glace. Et bien ça, c'est le principe du frigo. En fait, votre frigo, il ne crée pas du froid. Votre frigo, en fait, il prend la chaleur de l'intérieur, donc vous fermez la porte, et il la met derrière votre frigo. En fait, c'est une pompe à chaleur, votre frigo. Votre frigo, c'est une climatisation. Sauf qu'une clim, on va tout faire pour que la chaleur sorte à l'extérieur de votre maison ou de votre voiture, alors que le frigo, on s'en fout, on veut juste qu'il fasse froid dans le frigo. Et c'est pour ça qu'on était, souvent dans les cuisines, il fait chaud, parce que les frigos, ils carburent, c'est-à-dire qu'ils évacuent la chaleur qu'ils ont à l'intérieur d'eux, à l'extérieur. Et en plus, comme ils consomment du courant, ils chauffent un peu. Donc ils créent de la chaleur. Et donc là, on a bien une réaction exothermique. Exo pour dire que la chaleur, elle doit être évacuée pour que ça ait lieu. Exo comme un exosquelette. Une fourmi, c'est un exosquelette. Oui, non. En fait, il y a qui m'écoute, qui ira plus vite. Bon, à part Anne qui me dit oui depuis tout à l'heure. Antonin qui a déjà ses baskets. On écoute, ok.
Ok, bon. Et dernière chose donc, de ce chapitre-là, et c'est ce qu'on va faire en TP jeudi, on va parler de l'énergie massique de changement d'état. Alors, l'énergie massique de changement d'état, c'est un truc qui a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas bien compliqué. Je m'explique. Encore une fois, c'est de la logique. Imaginons que je veux transformer, toujours pareil, mon verre d'eau, là, liquide, en glace. Il faut donc qu'il évacue la chaleur à l'extérieur. Il faut que la chaleur soit aspirée de ce glaçon, de ce liquide, de cette eau. Et la chaleur que je dois aspirer, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre déjà de la masse d'eau, parce que forcément, plus j'ai d'eau, plus il va falloir que j'en avale. D'accord? C'est pour ça que faire congeler un seau d'eau ou faire congeler un petit glaçon d'eau, ça prend plus de temps. Parce qu'il faudra plus d'énergie à évacuer. Ça, pareil, je pense que même un CP peut le comprendre. Et ça va aussi dépendre d'autre chose. Ça va aussi dépendre du liquide qui est là. Parce que si c'est de l'huile ou de l'eau ou autre chose ou de l'alcool, ça ne fonctionnera pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, cette valeur-là, ce chiffre qui nous permet de calculer l'énergie qu'on a besoin d'avaler, elle dépend bien évidemment de la masse, mais elle dépend d'un chiffre qui dépend du liquide. Et ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. En gros, c'est combien d'énergie, donc en joules, je dois donner pour faire chauffer 1 kg de ce liquide. Ouais? Oui? Non? Non? Oui? Non? C'est bon? Et donc dans votre cours, en fait, elle est donnée, pas sous cette forme-là, elle est donnée sous la forme L égale Q sur M. Mais c'est la même chose. La chaleur, en fait, la chaleur latente de changement d'état, c'est en gros quelle énergie a été avalée pour changer d'état. Et ça dépend évidemment de la masse. Alors, si vous avez compris ça, à votre avis, imaginons que vous avez du coca. Vous avez deux choix. Soit vous mettez dedans un verre d'eau à 0 degré, vous avez votre coca à 20 degrés, vous voulez le rafraîchir, dans les deux cas, d'accord? Soit vous mettez dedans un glaçon qui est exactement la même masse que l'eau et qui est aussi à 0 degré, donc il est sur le point de fondre. Est-ce que vous aurez l'eau plus fraîche à gauche, à droite, ou est-ce que ça sera la même chose? À votre avis? Est-ce que la même pour toi? Et d'autres avis? Bah, en fait, là, encore une fois, c'est de la logique. On a dit, le glaçon, lorsqu'on va le réchauffer, il va avaler de la chaleur pour se transformer en liquide. Toute l'énergie qu'il va avaler pendant ce temps où il fond, c'est de l'énergie, en fait, avalée au liquide. Donc, clairement, si vous mettez un glaçon, vous aurez plus froid dans cette situation-là que dans la situation-là. Parce qu'en fait, l'énergie, on vient de le dire, en plus, on vient de le dire, l'énergie qui va avaler, en fait, l'énergie qui va avaler juste pour fondre, il y en a une. Puis, il va avaler de l'énergie pour se réchauffer, évidemment. D'accord? Donc là, l'eau, lorsqu'elle va, comment dire, fondre, enfin pas fondre, lorsque vous allez la mettre dans le coca, elle va faire rafraîchir le coca, elle va faire un mélange, mais l'eau là, elle est déjà sous forme liquide, donc elle n'a pas avalé d'énergie. Par contre, votre glaçon, il va déjà avaler de l'énergie juste pour fondre, et une fois qu'il aura fondu, il va continuer à refroidir la solution. Et le temps qu'il fonde, en fait, il va avaler de l'énergie au coca. Donc on aura quand même de la glace, et ça va faire fondre la glace, le coca. Donc toute l'énergie nécessaire pour faire fondre la glace va faire refroidir le coca. Donc si vous avez le choix en été, privilégiez toujours un glaçon plutôt que de l'eau fraîche. Ok? Et donc, pour ce chapitre 14, vous voyez, ça s'arrête là. C'est pas bien compliqué, avec ici un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Avec les noms des gazeux, etc. Et puis ici, la formule, la seule formule que vous avez à savoir. Et donc, du coup, nous, en TP, on va s'amuser à essayer de calculer justement quelle est l'énergie massique de changement d'état pour un glaçon. On va essayer de faire fondre un glaçon, etc. pour voir ce que ça donne en fonction de la température, etc., etc., etc. Et vous verrez que ça marche relativement moyen, parce qu'il y a toujours des petites fuites de... C'est pas parfait, quoi. Tout ce qui est thermique, il y a toujours des fuites à l'extérieur, etc.
ok. Pas ok. Des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Vas-y Antonin, tu peux y aller. Bon allez, bonne... Du coup, on se revoit jeudi. Blues. Je vais l'écrire là. Blues. Jeudi. Bon, même si c'est pas... pour le coup, c'est pas extrêmement important. Mais blues. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi ensoleillée. Et je vous mets la vidéo sur YouTube, évidemment. Oui, bah, c'est pas... il sera peut-être temps d'en acheter une, Hugo. Mais bon, c'est pas grave, je t'en prêterai une. Allez, bonne journée. Merci, à vous aussi.